Kilomètre Zéro, un podcast qui explore la mobilité post-Covid, présenté par Francis Demoz. Si la crise sanitaire que nous traversons ébranle notre quotidien, elle interroge aussi sur ce que signifiera être mobile demain. Quelles conséquences sur nos déplacements et plus largement sur notre manière de vivre? Sommes-nous au kilomètre zéro? C'est ce que nous allons ensemble explorer dans cette série d'entretiens. Bonjour Jean-Col Défi. Bonjour. Vous êtes expert en mobilité, vous travaillez depuis plus de 20 ans sur des projets d'infrastructure, d'innovation et de systèmes de transport. Vous avez été notamment responsable adjoint à la mobilité à la métropole de Lyon et vous êtes actuellement directeur du programme Mobilité 3.0. Nous allons avec vous explorer le modèle économique de la mobilité de l'après-crise. Quel modèle, quel financement pour le futur de la mobilité et comment concilier cet enjeu économique à court terme à celui à plus long terme du réchauffement climatique. Pour commencer, Jean-Col Défi, quelle est votre analyse des conséquences de cette crise sanitaire sur la mobilité? S'agit-il, selon vous, d'impact provisoire ou sommes-nous durablement en train de passer à quelque chose d'autre? Alors, c'est pas une question facile, hein. On est quand même dans une crise totalement inédite, hein. La particularité de cette crise, c'est que toute l'activité mondiale s'est arrêtée brutalement, simultanément, dans toutes les régions du monde et dans tous les secteurs. Donc, c'est pas une crise financière, c'est une crise où on a mis à l'arrêt l'ensemble de l'économie dans à peu près la moitié de la population mondiale et je pense les 3/4 du PIB mondial sous le boisseau pour protéger les plus fragiles, donc les plus anciens. Alors, ça, personne n'a jamais connu ça. Donc, on annonce un PIB en baisse de 10-11% en France. C'est une situation que personne de vivant n'a connue, puisque c'est une situation qu'il faut remonter aux années 40 pour rencontrer une telle situation et dans un contexte de guerre, donc qui n'a rien à voir. Donc, il faut faire très attention aux projections dans ce contexte-là. Alors, aujourd'hui, très concrètement, une baisse du PIB, un arrêt de la production, c'est une baisse du PIB parce que c'est une baisse tout simplement de ce que l'on produit et donc c'est une traduction assez concrète de la décroissance. La décroissance, c'est ça, c'est une baisse de la production. Alors, ça affecte très profondément nos sociétés, pas uniquement sur le plan des libertés, mais si j'en reste, je sors de la période de confinement, parce que tout simplement, on ne sait plus financer nos modèles sociaux. On annonce 30 milliards de déficit sur les retraites à cause du Covid. On annonce 30 milliards cette année de déficit sur la sécurité sociale. Enfin, on est sur des sommes, mais incroyables. C'est-à-dire, on est dans des échelles vraiment qu'on n'a jamais connues. Donc, quand il n'y a plus de richesse créée, il n'y a plus grand-chose à répartir, en fait. Vous voyez ? Et donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est des situations qui sont tellement inédites qu'il faut être extrêmement prudent. Et donc, effectivement, on a eu toutes ces histoires de monde d'après. Le monde d'après, c'est surtout le monde d'après-moi, ou en tout cas le monde d'après ce que chacun pensait avant que la crise arrive. Donc, chacun sa théorisation du monde, on va dire. Et donc, je pense qu'il faut être très prudent. Il y a médiatiquement beaucoup de ce qu'on appelle le wishful thinking sur le sujet, qui m'apparaît un peu déconnecté des réalités. Justement, durant la période de confinement et de démobilité, beaucoup ont fait l'analyse que finalement on se déplaçait trop souvent, trop loin, trop vite, et que finalement cela aurait peut-être du sens d'aller vers moins de mobilité, vers une société de la démobilité. Vous parliez tout à l'heure de décroissance. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Pareil, il me semble qu'on est là un peu dans des vœux un peu pieux. L'homme est ainsi fait qu'on n'empêchera jamais l'homme d'innover et de croître. Voilà, ça, c'est quand même assez constitutif de nos activités. On est passé des chasseurs-cueilleurs à des rassemblements de population, à des villes. Et une ville, c'est quelque chose de brownien, c'est le lieu de la sérendipité, c'est le lieu des interactions, de la création, de l'innovation. Et une ville, ça s'étend. Et de la même manière, il me semble que cette notion-là est anthropologiquement complètement orthogonale avec ce que nous sommes. Et d'un point de vue des formes urbaines, c'est aussi complètement... c'est nier l'histoire des villes depuis 10 000 ans. Donc voilà, les urbanistes et les experts en mobilité, ils définissent la mobilité comme des lieux, des formes urbaines, des flux, des moyens de transport, et des interactions sociales ou des programmes d'activité. Donc quand vous n'avez plus de programmes d'activité,
c'est sûr qu'il n'y a plus de flux. Okay, mais baisser, donc si vous voulez baisser les flux, il faut ou baisser les programmes d'activité ou changer les formes urbaines. Bon, baisser les programmes d'activité, personnellement, je n'y crois pas 2 secondes, puisqu'on est des optimiseurs de notre temps. Et on l'a bien vu sur le télétravail, il y a des études assez nombreuses qui le prouvent. Alors peut-être que le télétravail est quelque chose qui va augmenter, hein, même s'il est aujourd'hui surtout l'apanage des cadres. Hein. C'est 11% des cadres qui télétravaillent, 1% des employés, 0,3% des ouvriers. Donc vous voyez, les cadres, c'est pas grand-chose dans la société, c'est 16%. Donc, et on sait qu'il y a des effets rebonds. Si vous voulez, les gens qui se déplacent moins en semaine se déplacent plus le week-end. On est déjà depuis 2000 sur un plateau en termes de kilomètres parcourus par Français. On est sur 45 kilomètres par Français par jour. Et par contre, ce qui augmente beaucoup, ce sont les déplacements longue distance. On est sur 2500 kilomètres depuis aujourd'hui sur les vols internationaux. On était sur 1500 il y a 20 ans. Donc si vous voulez, ce qui peut bouger, je pense, c'est plutôt la structure de nos déplacements. Peut-être qu'on peut demain se déplacer moins pour le travail, peut-être se déplacer moins pour faire des achats, etc. Donc ça repose sur les formes urbaines sans doute, mais je crains qu'on se déplace plus ailleurs le week-end pour aller faire des week-ends, je sais pas où, à la montagne, ou se balader, ou aller dans les villes européennes ou ailleurs dans le monde. Donc il faut être vraiment prudent. Donc, pour revenir aussi sur votre première question, donc qu'est-ce qui va être pérenne, qu'est-ce qui va l'être moins? Moi, je pense qu'on voudra très vite passer à autre chose après cette crise du Covid-19. Voilà. Le télétravail va monter. Dans quelle proportion, on n'en sait absolument rien. Peut-être que ça va permettre de lisser un peu l'heure de pointe. Donc, c'est des choses qui peuvent être plus faciles à gérer. Mais moi, une fois de plus, attention à nos représentations du monde préexistantes. Il faut s'en tenir aux faits, et rien qu'aux faits, et ensuite, on analyse. Alors, je le mentionnais en introduction, concilier l'enjeu économique, on vient d'en parler, à celui à plus long terme qui est celui du réchauffement climatique. La décarbonation de la mobilité, c'est un enjeu majeur. Vous travaillez beaucoup sur cette question. Vous dites qu'il est urgent de décarboner. En quoi précisément cela consiste et comment s'y prend-on? Alors, avant de répondre tout de suite à la question, je voudrais juste... Oui. Remettre un petit peu en perspective. Hein. Donc, on a quand même des enjeux qui sont extrêmement importants en termes de décarbonation de la société, liés au réchauffement climatique. On est déjà à plus 1,2 degré d'après les experts du GIEC, et ils nous demandent si on veut pas trop dépasser, parce que le monde avec plus 5 degrés, c'est un monde qui n'est pas du tout agréable. Hein. C'est un monde où il y aura des sécheresses massives, donc des déplacements de population, donc des conflits. Donc il faut contenir le réchauffement climatique, c'est de l'intérêt de tous, hein, et il en va de la paix dans le monde, hein, pratiquement. Et le GIEC il nous dit qu'il faut diminuer de 40% nos émissions d'ici 2030, d'ici 10 ans. Autant vous dire que voilà, il y a des élections municipales dans 10 jours, c'est un mandat et demi. Oui, 10 ans, c'est un mandat et demi ou un peu plus, mais c'est quand même pas grand-chose, et donc il va falloir qu'on accélère vraiment. L'autre point qui me paraît important sur ce sujet, parce qu'on l'oublie, on est quand même sorti de la crise des Gilets jaunes, et puis je note tous les débats actuels sur le racisme, sur notre histoire. On est quand même dans une société, particulièrement en France, où il y a une exacerbation des identités. Et comme si chacun était réductible à son salaire, son lieu de vie, sa formation, sa couleur de peau, son statut. Et on a un enjeu quand même qui m'apparaît très, très important, de permettre à des gens de se relier. Et c'est ça la mobilité aussi, ça vous permet de vivre, mais ça permet aussi à des gens d'être en lien. Voilà. De se retrouver, soit à des matchs de foot, à des salles de concert, à des restaurants, etc., dans des lieux publics. Et donc, il faut recréer du lien. Donc, moi, l'enjeu de décarbonation, c'est à la fois effectivement un enjeu climatique et un enjeu de recréation de liens entre les personnes, et on en a vraiment besoin. Alors, aujourd'hui, maintenant, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde pourquoi la décarbonation et la mobilité, c'est le premier poste, les déplacements, c'est le premier poste en France d'émissions de CO2, et la moitié de ces émissions, donc 16%, c'est la voiture. Et donc, il faut qu'on décarbone soit la voiture, soit qu'on se déplace autrement. Dans les zones rurales, grosso modo, c'est à peu près 20% des émissions. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que des véhicules électrifiés. Et donc, il faut que les industriels proposent des véhicules qui soient abordables pour tout le monde. Ça devrait venir, mais c'est pas encore le cas. Ils sont encore beaucoup trop chers. Voilà. Et par contre,
80% des émissions sont dans les villes. Et en fait, c'est pas dans les villes, puisque dans les cœurs de ville, ça pèse que 2%, c'est dans l'accès aux villes. Et là, dans l'accès aux villes, là, on a en fait un phénomène d'étalement urbain qui est lié, parce que la ville s'étend, mais ça, c'est, comme je le disais, c'est constitutif des villes. Lutter contre l'étalement urbain, c'est une chimère, il faut lutter contre le mitage. Ça, c'est autre chose. Ça, oui, il faut réguler l'étalement urbain. Mais la ville s'étend, ça a toujours été le cas. Et par contre, là-dessus, on a un système de transport qui n'a pas suivi. C'est la faillite de notre système ferroviaire, la grande défaillance, qui n'a pas suivi l'agrandissement de la ville, l'étalement de la ville. Et donc, les gens prennent leur voiture pour se déplacer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc, il faut leur offrir cet autre choix. Et là-dessus, on saurait faire. On ne peut pas attendre de remettre à niveau notre système ferroviaire. Il y en a pour des milliards d'euros, ça prendra 15, 20, 30 ans, pour des tas de raisons, parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure, etc. Et donc, quelle est la solution alors ? La solution, ça serait effectivement assez loin des métropoles, pas aux frontières, mais j'allais dire à 20-30 km des métropoles, de massifier les flux avec des parcs relais et attenant aux autoroutes en pénétrante. On va utiliser les autoroutes qu'on a faites. Aujourd'hui, il y a des flux de voitures importants et on prend une voie, deux voies et on met des cars toutes les 30 secondes, toutes les minutes et vers des pôles de multimodaux qui permettent de terminer son trajet en tramway ou en métro ou en BHNS. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette en place. Et donc vous voyez qu'il faut qu'on sorte des territoires strictement métropolitains, mais il faut que régions et métropole travaillent ensemble. Il faut que les gestionnaires de voirie travaillent ensemble pour faire ces fameuses voies réservées. Il faut avoir aussi des titres uniques qui permettent de passer d'un mode à un autre de manière fluide. Donc tout ça, c'est ça qui permettra de réduire d'environ 30% le trafic d'accès aux agglos. Et ça, c'est un chantier à combien de temps ? C'est à horizon quoi ? Alors l'intérêt, c'est que les autoroutes, elles existent déjà. Donc si vous voulez mettre une voie réservée, c'est pas très compliqué à faire. C'est des choses qu'on peut faire assez vite. Donc moi je pense que dans les 2-3 ans, on peut mettre en place des systèmes comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal de métropoles et d'agglos qui lancent des choses. Bordeaux, Marseille fait des choses très intéressantes. L'Île-de-France, vous regardez Brive-sous-Forges vers Massy, c'est extrêmement intéressant. C'est des choses qui rencontrent, ça a un succès fou. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin et ça permet à des gens de se déplacer de manière aussi rapide, voire plus rapide qu'avec leur voiture et surtout 4 à 5 fois moins cher. Donc et comme c'est des cars qui sont très remplis, on a des ratios économiques qui sont nettement supérieurs à ce qu'on trouve habituellement dans les transports urbains. Et alors la bonne échelle, qui organise ça ? Quelle est la gouvernance ? Ce sont les régions ? C'est l'État ? Non, c'est certainement pas l'État. Moi, je pense que l'État, il faut qu'il se retire de cette affaire-là parce qu'il est plus un frein qu'une aide. Il faudrait qu'il transfère déjà toutes les routes nationales non européennes aux régions et aux métropoles pour qu'elles puissent déployer des voies réservées de manière très rapide, comme l'a fait le Conseil régional de la Réunion en quelques mois. Et puis, c'est une coopération entre les régions et les métropoles. C'est exactement ce que fait Bordeaux avec, par exemple, la ligne Bordeaux-Créon. Et voilà. Et la LOM, en plus, avec les contrats opérationnels de mobilité, a une forte incitation. Ça va permettre ça. Ouais, voilà, c'est même... C'est une obligation, mais on ne devrait pas obliger les acteurs à s'entendre pour le bienfait de leurs concitoyens. Voilà. Et donc, ça permet de gommer les effets de frontières qui existent aujourd'hui entre des frontières administratives, entre métropoles, régions, communautés de communes, etc. Donc, on l'a bien entendu, cette crise sanitaire, on l'a compris, va se transformer et se transforme déjà en crise économique avec des finances publiques au cœur du débat. Comment est-ce qu'on va financer cette mobilité ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors c'est sûr que là, on est dans un contexte qui est particulier. Bon, déjà avant la crise, un programme comme ça, c'est environ 15 milliards sur 22 métropoles et l'Île-de-France. Mais je peux vous dire qu'avec 15 milliards, on réduit très fortement le trafic automobile en accès aux agglomérations et donc dans les agglomérations. C'est les 2 tiers du trafic dans Paris ne vient pas des Parisiens, ça vient de l'extérieur. C'est des gens qui n'ont pas le choix, en fait, aujourd'hui. Donc, avant la crise, c'était compliqué. Après la crise, ça le sera encore plus, ça c'est sûr. Le transport public en France, on a fait le choix il y a 40 ans de faire financer l'exploitation du transport public par un impôt sur les entreprises qui s'appelle le versement transport. On est les seuls à avoir fait ce choix-là dans le monde. Et du coup, les usagers payent qu'un quart des coûts d'exploitation.
à l'exception de la mobilité qui n'a pas été versée pendant toute cette période de oui, conflit. bien sûr. Donc, voilà, exactement. Donc, à l'exception de Lyon, où c'est 60%, ailleurs en France, l'usager ne paye que 25% des coûts d'exploitation. Donc, quand les entreprises vont mal, le financement de la mobilité urbaine, il va très mal. Très mal. Voilà. Et donc, ça, c'est un fait. Voilà. Mais après, si on essaye de prendre du recul, le même GIEC, il nous dit qu'il faut consacrer 3% de notre PIB chaque année pour décarboner nos activités. 3% en France, c'est environ 70 milliards d'euros. Donc 70 milliards d'euros, c'est la moitié de la TVA. Est-ce que j'augmente de 50% la TVA? Tout le monde va vous dire non. C'est 2 fois la TICPE. Est-ce que je multiplie par 2 les taxes sur l'essence? C'est 1/3 de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés. Est-ce que je multiplie par 2 ou 3 l'impôt sur les sociétés? Et puis, idem sur l'impôt sur le revenu. Donc, si vous voulez, vous voyez qu'entre l'exigence de voix emblématiques comme Greta Thunberg et la résistance de gens qui sont un peu aux limites financièrement, ou qui ont peur d'y se retrouver, comme l'ont exprimé les Gilets jaunes, si vous voulez, la voie elle est quand même extrêmement étroite, et je pense qu'il faut quand même soutenir les politiques qui cherchent cette voie entre... Il va falloir quand même qu'on fasse un effort, parce que le réchauffement climatique va nous demander des efforts, et en même temps, il ne faut pas qu'on mette des gens dans la mouise. Donc, alors concrètement, j'ai bien compris, on est sur une ligne de crête, mais alors quelles sont les solutions envisageables pour justement arriver à cet équilibre dont vous venez de parler? Moi, franchement, j'ai regardé cette affaire-là depuis longtemps. Vous regardez... c'est où l'usager, ou l'impôt des entreprises, ou l'impôt des ménages. Si c'est l'usager des transports en commun, sur une agglo comme Lyon, ça reviendrait par exemple à multiplier par 2 tous les tarifs de transport en commun pour financer un programme, comme je viens de l'évoquer, sur quelques années et non pas en 20 ou 30 ans. Or, il faut le faire rapidement, parce que plus on attend, plus les conséquences seront graves. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. Si vous faites le contribuable, ça suppose des montants de l'ordre de 300 à 400 euros par mois. Par contribuable, puisque beaucoup de gens ne payent pas l'impôt dans ce pays. Là aussi, c'est quand même assez compliqué. Les entreprises, il faudrait multiplier par 2 le versement transport sur Lyon. On a des entreprises qui sont les moins rentables d'Europe, qui sont les plus taxées du monde, les moins rentables d'Europe. Et donc, ça paraît aussi pas raisonnable, parce que ça va faire augmenter les prix, et donc on va perdre des emplois, etc. etc. Donc, ça viendra encore gréver les recettes. Et moi, je pense qu'il y a un acteur qu'on a un peu oublié dans cette affaire-là, c'est l'usager de la route. Vous regardez l'usager de la route, et donc c'est ce qu'au fond pas mal d'agglos dans le nord de l'Europe depuis 30 ans. Depuis 30 ans, Oslo a financé en 10 ans un programme majeur de mobilité, il continue comme ça, avec ce qu'on appelle un péage urbain. Alors, quand vous regardez, il y a une étude du Trésor, excusez-moi d'être un petit peu long, il y a une étude du Trésor et du Conseil général environnement et développement durable qui a évalué les coûts de la voiture en zone urbaine et en zone rurale, et ils les ont mis en regard des recettes, c'est-à-dire des taxes sur l'essence, etc., la taxe des véhicules société, la carte grise, que les gens payaient. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la voiture en zone urbaine ne contribue qu'à 20% de ses coûts, parce qu'il y a beaucoup de coûts environnementaux, et qu'en zone rurale, elle contribue à 125%. Donc quand vous montez le prix de l'essence, le prix du diesel, vous l'alignez sur celui de l'essence, vous pénalisez très fortement les zones rurales qui déjà payent plus que ce qu'elles devraient, et vous ne pénalisez pratiquement en rien les zones urbaines. Si on voulait faire les choses de manière juste, il faudrait multiplier par 5 le prix de l'essence en zone urbaine et le baisser de 25% en zone rurale. Ça s'appelle un péage urbain. Péage urbain qui, à l'origine, devait être dans la LOM et qui finalement a disparu, c'est ça? Oui, parce qu'on était au moment de la crise des Gilets jaunes, et qui est typiquement une crise d'équité territoriale, de ce fameux lien dont je parlais, et également de décarbonation. Et la crise des Gilets jaunes, c'est pas l'augmentation de la taxe carbone, c'est l'alignement des prix du diesel sur celui de l'essence. C'est 58 centimes d'euros en un an, et ça pèse à 50-60 euros sur des gens qui font pas mal de kilomètres. Et donc, c'est ça le problème. Mais la question que vous posez, en fait, c'est c'est l'acceptabilité. Le problème, c'est la transition. C'est comment on passe de notre état actuel, là, où les gens ont peu de solutions alternatives à la voiture, les urbains dictent leurs lois à peu près partout et n'écoutent pas les autres. C'est ça, la crise des Gilets jaunes, c'est ça. C'est des gens qui ont été manifestés dans les centres urbains. Ils n'ont pas été manifestés chez eux. Ils ont dit au centre urbain, stop, ça suffit.
Et donc, la question de l'acceptabilité, il faut vraiment la traiter de manière assez sérieuse. Je pense que un dispositif comme celui-là, il est acceptable avec 3 conditions. La première condition, c'est on ne met pas en place le péage urbain s'il n'y a pas d'alternative pour se déplacer autre que la voiture. Donc, tant qu'il n'y a pas d'alternative, on ne le fait pas. Et quand il y a des alternatives, on peut le faire. La deuxième condition, c'est que les recettes soient intégralement affectées au financement de la mobilité. Intégralement, sur un programme clair, qui est défini et qui est partagé avec la population, qu'elle soit dans les villes ou à l'extérieur des villes. Et donc, il faut que les gens voient le bénéfice qu'ils auront à payer pour se déplacer, cette redevance. Le troisième principe, c'est un principe plus on va dire, de justice sociale. Il faut que ceux qui sont les plus faibles soient écartés ou en tout cas compensés du dispositif, comme ça existe d'ailleurs pour la taxe carbone. Il y a des systèmes de compensation pour les plus faibles. Et donc, exonérer par exemple les 2 ou 3 premiers déciles de revenus de cette mesure. Si vous faites ça, vous arrivez à dégager avec des petites sommes. Donc le principe, c'est pas que ça soit des grosses sommes, c'est on tarifie les jours ouvrés du genre 1 à 2 euros par passage ou par jour, et les petits ruisseaux font les grandes rivières, et ça suffit largement à accélérer grandement votre programme de mobilité. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans ce pays, on est tout à fait d'accord sur des mesures du type ZFE où on interdit à des véhicules polluants de circuler. Les véhicules polluants, c'est les plus pauvres qui les possèdent. Donc on dit à des gens qui gagnent très peu d'argent, le SMIC, 1 200 euros, on leur dit que tu t'achètes une voiture à 20 000 euros, sinon tu ne vas plus travailler. Franchement, si on voulait rendre les gens hors d'eux et faire monter la colère, on ne s'y prendrait pas autrement. Et une fois de plus, c'est un discours de centre urbain qui ne fait pas grand cas de ce qui se passe à l'extérieur de son territoire. Et donc ça, c'est une grande violence, moi je trouve, et je trouve que ça me surprend toujours qu'on accepte ces mesures-là et qu'on n'accepte pas des mesures qui sont autrement plus justes et qui ramènent des ressources pour construire l'avenir. Voilà. Vous parlez beaucoup de la distinction entre effectivement l'urbain et le rural et la différence. Est-ce que vous pensez que la crise, alors non pas des gilets jaunes, mais la crise sanitaire qu'on vient de traverser peut avoir un impact sur la manière dont les uns se ressentent par rapport aux autres? Est-ce que ça peut fluidifier les choses ou au contraire ça va ancrer chacun, l'urbain et le rural dans ses postures et ses positions? L'urbain et le rural, j'aime pas trop ces distinctions parce que si vous voulez, aujourd'hui, vous prenez une ville, vous avez l'hypercentre est très dense en général, et puis plus vous éloignez du centre, moins il y a de densité, mais finalement la frontière est plus si nette entre le rural et l'urbain. Les premières couronnes, deuxième couronne, c'est un peu rural, mais encore un peu urbain. Donc les choses sont pas si nettes. Non, enfin, là où on passe la plupart de notre temps, ce qui nous constitue quand même, c'est notre travail. Et il faut qu'on puisse aller bosser sans polluer, ce qui est pas aujourd'hui possible. Et il faut qu'on se retrouve. Donc je pense que voilà, il y a des questions il y a des grands sentiments d'injustice dans ce pays, qui est une chose très différente avec l'inégalité. L'égalitarisme, c'est quelque chose de mortifère, mais ça, c'est une vieille histoire française. Tocqueville en parlait très très bien il y a déjà 200 ans. Mais on a vraiment besoin de recréer. Pour terminer, Jean-Claude Défi, et pour reprendre cette expression qu'on a beaucoup utilisée, le monde d'après, à quoi finalement ressemblera-t-il selon vous ce monde d'après? Alors le monde d'après, c'est le monde, c'est nous qui le ferons. Donc il sera ce que nous en ferons. Et moi, je le redis, relier et décarboner, c'est pour moi vraiment les 2 enjeux clés de la mobilité. C'est un enjeu de cohésion sociétale, de réchauffement climatique, et vraiment les mobilités sont au cœur de ces problématiques. On a 10 ans pour faire ces changements, donc pour faire baisser de 40% nos émissions. La crise des Gilets jaunes nous a montré vraiment la difficulté de la tâche, puisqu'on est entre des contraintes financières et un effort financier à faire. Et donc la question, c'est vraiment quels sont les choix collectivement que nous avons à faire? Quels sont les ressorts de ces choix? Est-ce qu'on peut faire d'autres choix individuellement? Quelles sont nos options possibles? Comment est-ce qu'on peut remettre un peu des degrés de liberté dans nos systèmes? Quel système d'opportunités, quel système de contraintes on met en place pour décarboner nos consommations et nos productions? Comment est-ce qu'on gère la transition climatique, et comment est-ce qu'on assure cette transition en termes d'acceptabilité par la population?
Il y aura des perdants et des gagnants. Quels sont-ils? Comment est-ce qu'on fait pour compenser pour les plus fragiles? Voilà, comment sortir de cette fragmentation de la société qui chaque jour augmente et qui nous saute à la figure mois après mois, et comment financer cette transition? Voilà, moi, c'est des questions qui semblent redoutables sans doute, mais auxquelles il faut répondre. Et les dispositifs d'implication des citoyens pour arriver à recréer du débat et à refaire corps là-dessus. Donc la Convention citoyenne est intéressante de ce point de vue-là, mais je pense qu'il faudrait décliner ça de manière territoriale en sortant de nos périmètres administratifs habituels. Donc il faut impliquer les acteurs, impliquer les citoyens pour en débattre et puis pour gagner l'adhésion à ces stratégies de transition qui sont vraiment indispensables pour nos sociétés. Merci Jean Coldefy. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci d'avoir exploré pour nous cette économie de la mobilité post-Covid. On achève avec vous la saison 1 de Kilomètre Zéro. Je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre pour de nouvelles explorations. Merci. Merci à vous et bonne suite.